Voilà, donc ici, je vous avais demandé d'imprimer si possible les rappels du chapitre 11. Alors en fait, ça, c'est normalement toute la partie électricité que vous auriez dû revoir, voir l'année dernière. Mais étant donné que vous avez en fait suivi l'ancien programme, eh ben, c'est un petit peu embêtant. Vous avez suivi l'ancien programme et donc certains d'entre vous ont dû voir un petit peu d'électricité, mais pas forcément tous, hein. Donc ici, on va faire des rappels d'électricité. Alors ça commence à remonter finalement pour certains d'entre vous au collège, bien qu'il y en ait qui l'aient fait l'année dernière. Et donc on va faire ici tous les rappels. Et il y a des exercices qui correspondent après à ces rappels. Donc là, vous intervenez dès que vous avez une question, hein, par rapport à ça. Donc niveau vocabulaire, donc qu'est-ce que c'est qu'un circuit électrique? En fait, bah, il y a un générateur et des récepteurs qui sont liés entre eux par des fils de connexion, hein. Donc les dipôles, ce qu'on appelle dipôles, en fait, ça veut dire qu'ils ont deux bornes de branchement. Bah, comme une pile, une lampe, en général, ils ont deux bornes de branchement, hein. À partir de là, on a deux types de circuits, en série et en dérivation. Donc circuit en série, comme on a ici, on n'a qu'une seule boucle. Alors, on appelle ça une maille, hein, c'est ce qui est représenté ici, en fait, en rose pointillé, ici, on a une boucle. Donc, il y a marqué ici, la maille, c'est euh, un circuit, donc là, c'est carrément tout le circuit, ou un morceau de circuit. En dérivation, par exemple, on peut avoir trois mailles, celle-ci, celle-là, et celle-ci, hein. Donc une maille désigne un circuit, un morceau de circuit qui est fermé et dont les dipôles sont reliés les uns les autres en série. Donc on se ramène effectivement à un circuit en série. Donc là ici quand on n'a qu'une seule maille, automatiquement c'est un circuit en série. Un circuit en dérivation ici possède au moins deux mailles. Donc ici on a un générateur avec un moteur qui est avec le générateur. Et ici, on a une lampe, enfin une résistance par exemple, qui est en dérivation avec le moteur, mais qui est aussi en dérivation avec le générateur. Donc là, effectivement, on voit trois mailles. La maille qui contient le générateur ou le moteur, la maille qui contient le moteur et la résistance, et ici, en plus grand, la maille qui contient le générateur et la résistance. Donc on a bien ici trois mailles. Un petit peu de vocabulaire. Dès qu'on a ici un circuit avec dérivation, eh bien, on a ce qu'on appelle des nœuds. Donc ici, j'ai un nœud ici et un nœud là. Donc les nœuds, en fait, c'est des intersections de fils en général. Voilà, c'est des intersections. Donc là, on a deux nœuds. Après, au niveau des branches, eh bien, on va avoir un vocabulaire particulier. On va avoir la branche principale. Donc la branche principale, c'est celle qui contient le générateur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une branche? Une branche, il y a marqué portion de circuit entre deux nœuds consécutifs. Donc j'ai un nœud, je pars de ce nœud ici et j'arrive au nœud suivant. Donc là j'ai une branche. Je pars par ici, j'arrive au nœud suivant, là j'ai une autre branche et là j'ai une troisième branche. Donc vous voyez, dans ce circuit, on a trois branches. Et la branche qui contient le générateur s'appelle la branche principale. Les autres sont les branches dérivées. Bien, ensuite l'intensité et la tension. Donc l'intensité du courant électrique, à quoi ça correspond? En fait, ici, dès qu'on a un circuit fermé, on a un courant électrique qui circule, et donc on a une grandeur qui s'appelle l'intensité et qui va décrire la présence ou l'absence de courant électrique. Donc là, par exemple, ici, le courant électrique circule. Alors, le courant électrique il circule ici vers la borne négative du générateur. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant, hein. Donc là, c'est pas précisé. Vers la borne négative ici. Donc ça, on va marquer ici. Vous allez le rajouter entre parenthèses. Oui, il y a dû y avoir un petit problème là, donc je poursuis ici. Donc en fait ici, alors où est-ce que j'en étais? Oui, le sens conventionnel du courant en fait, c'est pas très grave.
parce que en fait ça ne change rien au niveau des lois, hein. Donc il ne faut pas s'affoler là-dessus. Ici, quand on va vers le moins du générateur, c'est le sens conventionnel du courant. Bien, à partir de là, dès qu'on a un courant électrique qui circule, on dit que l'intensité du courant n'est pas nulle. Donc là, ici, ce serait le cas, par exemple, ici. Pour mesurer, et l'intensité ici, elle se mesure en ampères, symbole grand A. Après, pour savoir s'il y a de l'intensité, quelle est la valeur de l'intensité, on va utiliser un multimètre, hein, qu'il y a ici, mais en tant qu'ampère-mètre. Le symbole de l'ampère-mètre, ici, c'est un cercle avec un A à l'intérieur. Et il faut le brancher en série. C'est ce qu'il y a d'indiqué ici. Et donc là, quand on branche un ampère-mètre dans le circuit, il va nous dire, ben voilà, on a tant d'ampères ou tant de milliampères qui circulent dans le courant électrique. Bon, la tension électrique, elle, eh bien, il n'y a pas forcément de tension, il n'y a pas forcément de courant électrique pour avoir une tension électrique. Par exemple, un générateur, si on met rien dessus, ben, il n'y a pas de courant qui circule, mais entre les bornes du générateur, il y a une tension électrique. Donc cette tension électrique, on peut la mesurer avec un voltmètre qui se branche en dérivation. Donc on va toujours brancher le voltmètre en dérivation. Et le voltmètre nous indique la tension qu'il y a en volts, hein. Donc là, par exemple ici, le voltmètre est branché entre les bornes de la lampe et il va nous indiquer la tension aux bornes de la lampe. D'ailleurs ici, ce point-là, il est relié à une borne du générateur, à la borne moins. Ce point-là est relié à la borne plus. Donc quand on met le voltmètre ici, il va aussi nous indiquer la tension du générateur. Parce que la tension aux bornes d'un fil, elle est nulle, hein. Voilà. Bien, donc pour mesurer des grandeurs électriques, bon, bah, on utilise un multimètre. Bah, je vais passer très rapidement, parce que comme on ne peut pas faire les manips ici, le multimètre, en fait, on peut l'utiliser en tant que voltmètre. Donc cette partie-là, par exemple, en mettant le sélecteur sur cette partie-là, en tant qu'ampèremètre, si on met le sélecteur sur cette partie-là, ou en tant que ohmmètre, donc pour mesurer des résistances, hein. Bien, bon, je passe sur cette partie-là. Alors maintenant, quelques lois quelques lois de l'électricité. Oui. Donc, on a les lois sur l'intensité, les lois sur la tension, donc on va voir ça ici. Bien. Donc, déjà, quand on a un circuit en série, le courant électrique, en fait, il est le même partout. Donc, l'intensité du courant électrique est la même partout. Donc, ce qu'il y a de marqué ici, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tout le circuit, et c'est aussi l'intensité qui traverse le générateur. Donc, par exemple, là, si je mesurais l'intensité ici, I1, l'intensité ici, I2, et l'intensité ici, I3, ce seraient les mêmes, étant donné que, en fait, on n'a qu'une seule maille. Le circuit ici, c'est un circuit en série. Donc, on peut écrire I1 est égal à I2 est égal à I3, ou on peut écrire que l'intensité du générateur est égale à l'intensité de L1 est égale à l'intensité qui traverse L2. Donc on peut écrire IG est égal à IL1 est égal à IL2. Bien. Maintenant, circuit en dérivation. Alors là, par exemple, on raisonne sur le sens conventionnel du courant. Par exemple, l'intensité qui arrive au nœud A. Il y a une partie qui va aller dans la branche de L1 et une partie qui va aller dans la branche de L2. Donc, on peut dire que ici, j'ai IG qui est égal à IL1 plus IL2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud, bon, là il n'y a que IG, est égale à la somme des intensités des courants qui en partent. Donc là, il y a IL1 et IL2. Donc IG égale IL1 plus IL2. Si je regarde au nœud B, en fait, j'ai IL1 qui arrive, IL2 qui arrive et IG qui repart. Donc j'ai IL1 plus IL2 qui est égal à IG. Donc voilà, ça c'est la loi des nœuds, qu'on appelle aussi la loi d'additivité des intensités. Maintenant, vous intervenez, hein, s'il y a des questions, si ça ne va pas. Maintenant, les lois pour la tension électrique. Donc en fait ici, on a une lampe qui est en dérivation avec le générateur, et cette autre lampe qui est aussi en dérivation avec le générateur et avec l'autre lampe.
Donc en fait, deux dipôles en dérivation ont la même tension. Donc là, par exemple, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de L1, qui est égale à la tension aux bornes de L2. Alors petit rappel, un générateur de courant continu, quand il est représenté comme ça, la grande borne, en fait, est-ce que c'est la borne positive ou est-ce que c'est la borne négative? Alors, la grande borne ici du générateur, c'est la borne positive ou la borne négative? Parce que par exemple, ici, on précise plus et moins. Là, c'est pas précisé. Alors, la grande borne, si vous vous souvenez, bon, visiblement, personne ne se souvient, en fait, la grande borne, c'est la borne positive, et la petite borne, c'est la borne négative. Voilà. Bien, ici, dans ce circuit-là, la lampe L3 est en dérivation par rapport à la lampe L2. Donc, la tension entre les bandes de L2 va être égale à la tension entre les bandes de L3. Deux dipôles en dérivation ont la même tension. Voilà. Bon, ensuite, la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, il faut, quand on est dans un circuit en dérivation, hein, on a par exemple cette maille-là, mais on a aussi cette maille ici, mais on a aussi la grande maille qui passe par L1 et par L3. Voilà. Donc ici, la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans une maille contenant le générateur, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des autres dipôles. Donc là, par exemple, je prends cette maille-là avec le générateur ici. Donc j'ai la tension du générateur, UG, qui est égale à la somme des tensions des autres dipôles, donc qui va être égale à UL1 plus UL2. C'est ce qui est écrit ici. Après, si je prends cette maille-là, qui contient le générateur, j'ai UG, qui est égal à UL1 plus UL3. C'est ce qui est décrit ici. Donc ça, c'est la loi des mailles. Alors après, les tensions, en fait, il peut y avoir, en fait, les bornes des dipôles peuvent être décrites par des lettres. Alors, très souvent, pour le générateur, par exemple, P, la borne positive, N, la borne négative. Et là, on a une borne A et une borne B. Donc, à partir de là, ici, la tension du générateur, on peut l'appeler UPN. Et la tension ici de ce dipôle-là, on peut l'appeler UAB. Et donc le dipôle-là, on peut l'appeler UPA. Et celui-là, on va l'appeler UBN. Alors, en fait, ici, par exemple, ben voilà, la tension dans ce circuit-là, si je fais la loi des mailles, hein, tout simplement, ou si c'est une maille ici, eh bien j'ai UG qui est égal à U. Alors UG c'est UPN, UPN est égal à UPA plus UAB plus UBN. Voilà, c'est la loi des mailles ici. Alors, en remarque, on peut représenter une tension par une flèche sur le circuit. Donc vous voyez ici par exemple j'ai des flèches pour donner les tensions. Donc, dans quel sens on la met la flèche? Parce qu'on peut la mettre vers le haut ou vers le bas ici. Donc là il y a une convention qui nous dit que la flèche pointe vers la borne positive du générateur. Donc là le plus il est vers le haut, donc la flèche elle est vers le haut. Et pour les dipôles qui ne sont pas des générateurs, la flèche pointe vers la borne du dipôle reliée à la borne positive du générateur. Donc par exemple ici pour ce dipôle-là, la borne là, elle est vers le plus. Donc on met la flèche ici. Pour le dipôle NB, c'est le B qui est le plus proche du plus. Donc la flèche, elle est comme ça. Donc finalement, vous voyez, cette flèche-là, c'est un petit peu comme avec les vecteurs, c'est égal à cette flèche-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc voilà, ici, cette petite complication au niveau des tensions. Bien, on termine par, au niveau des lois, par la loi d'Ohm, qui mélange en gros tension et intensité. Donc la loi d'Ohm, elle s'applique au conducteur ohmique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un conducteur ohmique? C'est un dipôle qui vérifie la loi d'Ohm. Bon, très souvent on appelle ça aussi, on appelle ces conducteurs ohmiques des résistances. Donc en fait, la grandeur qui caractérise un dipôle ohmique, c'est la résistance, et son unité est l'ohm, donc le grand oméga, qui veut dire ohm. Et en fait, la loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? Elle nous dit que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc la loi d'Ohm, par exemple ici, voilà,
j'ai une résistance, on a un rectangle avec un R, c'est le symbole de la résistance. J'ai la tension UAB entre les bornes de la résistance, un courant I qui le traverse, et bien je vais avoir la tension entre les bornes qui est égale à grand R, ça c'est la valeur de la résistance, fois l'intensité du courant. Donc U est égal à RI, ou UAB est égal à RI. Donc ça c'est la loi d'Ohm qui est à connaître pour les dipôles ohmiques. Bien, et le dernier point ici du cours, c'est ce qu'on appelle la caractéristique intensité-tension d'un dipôle. Alors là, en fait, pour avoir la caractéristique intensité-tension d'un dipôle, par exemple, je peux faire un circuit. Donc je peux faire un circuit avec, par exemple, un générateur, et puis le dipôle que je veux étudier. Bon, et je vais mesurer l'intensité et la tension du courant. Donc je mets un ampèremètre en série. Donc je pouvais le mettre n'importe où en série, ampèremètre. Je l'ai mis là, mais je pouvais le mettre là, là, ici ou là, peu importe. Donc je mets là. L'ampèremètre permet de mesurer ici, par exemple, l'intensité qui passe dans le dipôle. Et il me faut aussi la tension. Donc je mets un voltmètre entre les bornes du dipôle qui permet de mesurer la tension. Bon, et puis après, je vais avoir, tiens, je peux mettre une flèche ici, par exemple, un générateur de tension variable, donc quelque chose qui fait varier la tension. Donc je vais avoir différentes valeurs de tension, et donc différentes valeurs d'intensité. À partir de toute une série de mesures, on peut tracer un graphique avec la tension en ordonnée, l'intensité en abscisse. Donc par exemple, si mon dipôle c'était une lampe, et que je trace le graphique, en fait ce graphique ce serait la caractéristique intensité-tension d'une lampe. Donc voilà ce que c'est que la caractéristique intensité-tension d'un dipôle. C'est une représentation graphique de la tension entre ces bornes en fonction de l'intensité qui le traverse. Donc pour la lampe, elle va avoir cette forme-là. Et pour une résistance, pour un dipôle, un conducteur ohmique, eh bien la caractéristique intensité-tension, c'est une portion de droite qui passe par l'origine. Donc voilà, on a comme une carte d'identité, si vous voulez, pour chaque dipôle. Bon, vous allez me dire, bah, c'est gentil ça, mais à quoi ça sert? Eh bien, une fois qu'on connaît les caractéristiques de chaque des dipôles, eh bien, on peut trouver le point de fonctionnement d'un circuit. Donc, par exemple, si j'ai un générateur, voilà, et que j'ai une résistance, et je mets la résistance, enfin, je ne vais pas prendre cet exemple, pardon. Je mets une lampe, par exemple, hop, avec ce générateur. Eh bien, en fait, on peut aussi tracer la caractéristique d'un générateur. Donc, par exemple, ici en rouge, c'est la caractéristique du générateur, ici qui serait une pile, par exemple. Et là, j'ai la caractéristique de la lampe. Et on voit que ces deux caractéristiques, en fait, se croisent en un point P. Ce point P est ce qu'on appelle le point de fonctionnement du circuit. C'est-à-dire que, en fait, ben voilà, quand on met ces deux dipôles ensemble, eh bien, ça va nous donner la tension et l'intensité dans le circuit. Donc l'intensité dans le circuit, donc par exemple ici aux alentours de 280 mA, donc on sait que voilà, il va y avoir une intensité de 280 mA et que la tension au bord de la lampe sera la même que celle au bord du générateur, à peu près de 4 et quelques volts. Voilà à quoi sert ici le point de fonctionnement. Bien, à partir de là, ici, vous avez dans ce chapitre-là, des exercices. Donc, bon, vous avez tout un tas d'exercices avec le corrigé de rappel. Donc,
Voilà, ça commence par un petit QCM, hein, vous avez ce circuit-là, et vous avez après d'exercices ici qui vont utiliser en fait les lois sur l'intensité et la tension, et aussi la loi d'Ohm, quand on va avoir notamment, bah, par exemple ici, là, des résistances qui sont dans le circuit, hein. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner sur ces exercices-là, hein. Alors ça va vous demander certainement des difficultés, hein, mais je vous conseille de vous entraîner dessus, ou même pendant les vacances, hein, pour ceux poursuivent la spécialité physique l'année prochaine, de reprendre un petit peu ces exercices pour se remettre à niveau en électricité, hein. Voilà. Donc là, pour jeudi prochain, ce que je vous demande de faire, c'est l'activité 4 du livre. Donc l'activité 4 à la page, j'ai perdu la page 343. Voilà. Vous verrez en fait la réponse, elle n'est pas si compliquée que ça. Et bah, avancez-vous sur les exercices, par exemple d'électricité. Bah, faites ce que vous pouvez là-dessus. Voilà, très bien. Bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à mardi pour le dernier cours de l'année. Maëva qui met on n'a pas cours mardi. Bah, si, les cours ça va jusqu'au 30, hein, aux dernières nouvelles. Moi je ne suis pas au courant que les cours s'arrêtent avant. Ah, j'ai dit jeudi pour le devoir, oui, bon, bah, je me suis trompé, excusez-moi. Euh, donc, c'est pour mardi. Donc, mardi prochain, l'activité 4 du livre. Et puis, faites les exercices d'électricité, faites ce que vous pouvez. Très bien, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à mardi prochain.